Vous savez, ce qui est vraiment douloureux dans la vie, ce n'est pas de perdre quelqu'un que vous aimiez. Ce qui est vraiment douloureux, c'est de réaliser un matin, en vous regardant dans le miroir, que vous avez passé des années à chercher l'amour avec une telle intensité, avec une telle desperation silencieuse, que vous avez complètement oublié de vivre. Et ce matin-là, le miroir ne vous renvoie pas l'image d'une femme épanouie, il vous renvoie l'image d'une femme épuisée. Une femme qui a tout donné, qui a tout essayé et qui se demande encore pourquoi l'amour semble toujours lui échapper. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Quelque chose que mes collègues hésitaient parfois à dire clairement parce que c'est inconfortable, parce que ça remet en question des croyances très profondes. Mais moi, je préfère l'inconfort de la vérité au confort du mensonge. Et la vérité, c'est celle-ci. Quand vous cherchez l'amour avec cette intensité désespérée, vous faites exactement ce qu'il faut faire pour ne jamais le trouver. Et je vais vous expliquer pourquoi avec des données scientifiques, avec des histoires réelles et avec des outils concrets que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Imaginez une femme, appelons-la Marie. Elle a 52 ans, elle est intelligente, elle est belle, elle a une carrière, elle a des amis, elle a une vie qui de l'extérieur semble parfaitement construite. Mais chaque soir, quand elle rentre chez elle, il y a ce silence qui pèse des tonnes. Ce silence qui lui rappelle que son mariage s'est terminé il y a 3 ans, que ses enfants ont grandi et ont leur propre vie, et qu'elle est là, seule avec ses pensées et avec cette question qui tourne en boucle dans sa tête. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime vraiment ? Marie fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Elle va sur les applications de rencontres, elle s'habille bien, elle essaie d'être intéressante en soirée. Elle lit des livres sur comment attirer l'amour. Elle fait du yoga pour être plus zen. Elle suit des conseils sur les réseaux sociaux et pourtant chaque relation se termine de la même façon, ou pire, elle ne commence même pas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Marie, même un peu, même dans un seul détail ? Si c'est le cas, je veux que vous restiez avec moi parce que ce que je vais vous dire va changer quelque chose de fondamental dans votre façon de vous voir et de voir les relations. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. Si vous regardez cette vidéo et que vous partez avant la fin, vous allez manquer l'information la plus cruciale. Pas les premières techniques, pas les premiers conseils, mais ce que je vais vous révéler vers la fin, ce mécanisme psychologique précis que j'appelle le paradoxe de l'attraction authentique, c'est là que tout se joue. C'est là que la transformation commence vraiment. Alors restez avec moi et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pas parce que j'ai besoin de votre clic, franchement, mais parce que vous méritez d'avoir accès régulièrement à des informations qui vous respectent vraiment, qui vous traitent comme l'être intelligent et complexe. Vous est pas des conseils simplistes du genre souriez plus ou soyez moins disponible, non. De la vraie psychologie, de la vraie science avec de la chaleur humaine. Abonnez-vous et activez la cloche parce que ce que je partage ici, vous ne le trouverez pas facilement ailleurs. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand vous cherchez l'amour. Et je veux être très précis ici parce que la précision, c'est ce qui fait la différence entre une information qui vous aide et une information qui vous laisse exactement là où vous étiez. Quand vous cherchez l'amour de façon active, consciente, presque obsessionnelle, votre cerveau entre dans un état que les neuroscientifiques appellent l'état de vigilance hyperactivée. C'est un état que notre cerveau primitif utilise pour détecter les menaces et pour survivre, sauf que là, vous n'utilisez pas cet état pour survivre un prédateur dans la savane. Vous l'utilisez pour scanner chaque interaction sociale à la recherche de signes d'affection potentielle. Et ce faisant, vous envoyez des signaux que les autres perçoivent de façon inconsciente et des signaux qui disent « je suis dans le besoin, je cherche quelque chose, je suis en état de manque ». Et ces signaux, mes amis, ces signaux sont précisément ce qui éloigne les gens au lieu de les attirer. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que vous allez peut-être penser, mais Christophe, ce n'est pas juste, je fais tout bien, j'essaie tellement. Et c'est exactement là le problème, vous essayez tellement. L'effort visible dans la recherche de l'amour est paradoxalement ce qui le rend inaccessible. Laissez-moi vous expliquer pourquoi avec une métaphore que j'utilise souvent avec mes patients. Imaginez que vous essayez de vous endormir, vous êtes dans votre lit, il est minuit, vous devez vous lever à 6 heures du matin et vous ne dormez pas. Alors vous commencez à essayer de dormir, vous changez de position. Vous comptez des moutons, vous respirez profondément, vous pensez à des choses agréables, et plus vous essayez de dormir, plus vous êtes éveillé. Parce que le sommeil, comme l'amour, ne répond pas aux injonctions directes. Il arrive quand vous créez les conditions pour qu'il arrive et pas quand vous le forcez. C'est exactement la même chose avec l'amour. Et c'est ce que la psychologie moderne nous enseigne avec une clarté de plus en plus grande.
Les études menées par des chercheurs comme John Gottman, comme Sue Johnson, comme les équipes de l'Université de Californie sur l'attachement adulte, toutes ces études convergent vers la même conclusion. Les plus solides et les plus durables, les plus passionnés, ne sont pas nés d'une recherche active, elles sont nées d'une présence authentique, d'une femme ou d'un homme qui était tellement ancré dans sa propre vie, tellement vivant dans sa propre existence, que l'autre a été attiré comme par une force magnétique. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous faire un peu peur, parce que la peur utilisée correctement n'est pas votre ennemi. La peur est une information. Et l'information que je vais vous donner maintenant, c'est peut-être la plus importante de toute cette conversation. Pendant que vous cherchez l'amour avec cette intensité épuisante, pendant que vous passez vos soirées à analyser des textos, à vous demander pourquoi il n'a pas rappelé à comparer votre vie à celle des autres sur Instagram, quelque chose se passait. Votre ex, celui avec qui vous avez partagé des années de votre vie, celui que vous avez peut-être encore dans un coin de votre cœur, il continue à vivre, il rencontre des gens. Et certaines de ces personnes qu'il rencontre sont des femmes qui ne cherchent pas l'amour avec désespoir. Des femmes qui sont tellement bien dans leur vie que leur présence seule est irrésistible et lui, il le sent. Il le ressent dans ses tripes, dans son instinct le plus primitif. Et il s'y rapproche de ces femmes, pas parce qu'elles sont plus belles que vous, pas parce qu'elles sont plus intelligentes, pas parce qu'elles méritent plus que vous, mais parce qu'elles émettent une fréquence différente, une fréquence de plénitude, une fréquence d'abondance intérieure. Et je vais vous dire quelque chose de difficile, mais qui est absolument vrai. Si vous continuez sur le chemin que vous suivez en ce moment, si vous continuez à chercher, à espérer, à analyser, à vous diminuer, à vous demander ce qui ne va pas chez vous, vous risquez de regarder dans quelques années votre ex vivre une vie heureuse avec une autre femme. Et vous, vous serez toujours là, dans ce même cycle, avec ce même vide, avec cette même question, sans réponse. Et ce n'est pas ce que vous méritez, ce n'est absolument pas ce que vous méritez. Mais voici ce que je veux que vous compreniez avec toute la force de ma conviction de psychiatre qui a accompagné des centaines de femmes dans ce chemin. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas votre destin. C'est simplement le résultat d'une erreur de stratégie, une erreur que vous pouvez corriger maintenant, aujourd'hui, pas dans 6 mois, pas après avoir perdu 10 kilos, pas après avoir trouvé un meilleur travail. Maintenant. Mais avant de vous donner les outils concrets, je dois aller plus loin dans le diagnostic, parce que si on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne peut pas vraiment changer. Et moi, je ne veux pas vous donner des pansements, je veux vous donner une vraie guérison. Voici ce que j'observe dans mon cabinet depuis plus de 20 ans. Les femmes qui souffrent le plus dans leurs relations amoureuses ont tout un point commun. Pas un manque de beauté, pas un manque d'intelligence, pas un manque de qualité. Elles ont toutes développé ce que j'appelle une identité relationnelle. C'est-à-dire que leur sentiment de valeur personnelle est presque entièrement construit sur la façon dont les autres les perçoivent, et en particulier sur la façon dont les hommes les perçoivent. Quand un homme les apprécie, elles se sentent bien. Quand un homme les ignore ou les quitte, elles s'effondrent. Leur estime d'elles-mêmes est comme un baromètre qui monte et descend en fonction de la météo émotionnelle des autres. Et je vais vous dire quelque chose que vous n'entendez peut-être pas assez souvent. Ce n'est pas votre faute, ce n'est absolument pas votre faute. Parce que nous vivons dans une société qui a passé des siècles à dire aux femmes que leur valeur dépend de leur capacité à être aimées, à être choisies, à être désirées. Les contes de fées, les films romantiques, les magazines, les publicités, tout le système culturel dans lequel vous avez grandi vous a dit que vous n'êtes complète que si quelqu'un vous choisit. Et c'est un mensonge. Un mensonge profond, insidieux, extraordinairement dommageable. La vérité, et j'insiste sur ce mot, la vérité scientifique, psychologique, humaine, c'est que vous êtes complète maintenant. Avec vos cicatrices, avec vos doutes, avec vos 50 ans passés, avec vos kilos en plus ou en moins, avec votre divorce, avec vos enfants adultes, avec votre solitude du dimanche soir, vous êtes complète. Et c'est précisément quand vous commencez à le ressentir vraiment, pas juste à le dire, mais à le ressentir dans votre corps, dans votre façon de marcher, dans votre façon de parler, c'est là que quelque chose de magique s'est produit dans vos relations. Mais attendez, parce que je veux aller encore plus loin, je veux vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Quelque chose que j'ai observé dans ma pratique et qui est confirmé par la recherche en neurosciences affectives. Saviez-vous que le cerveau humain, et en particulier le cerveau masculin, est extraordinairement sensible à quelque chose qu'on pourrait appeler la signature émotionnelle d'une femme? Ce n'est pas une métaphore mystique, c'est de la biologie.
Quand vous entrez dans une pièce, quand vous parlez à quelqu'un, quand vous interagissez avec le monde, vous émettez une série de signaux non verbaux qui sont perçus de façon inconsciente par les autres. Votre posture, votre rythme de parole, la façon dont vous regardez les gens, la façon dont vous riez, la façon dont vous occupez l'espace. Et tous ces signaux ensemble forment ce que j'appelle votre signature émotionnelle. Et cette signature dit quelque chose de fondamental sur votre état intérieur. Une femme qui cherche l'amour avec desperation émet une signature de manque. Une femme qui est ancrée dans sa propre vie et dans sa propre valeur émet une signature d'abondance. Et je vous jure, en 20 ans de pratique clinique, j'ai vu cette différence changer radicalement la vie de femmes. Pas en 6 mois, pas en une année, parfois en quelques semaines. Maintenant, voici ce que j'ai promis. Les outils concrets, les étapes pratiques, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer cette transformation, et je vais vous les donner avec toute la précision et toute la chaleur dont je suis capable. La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, c'est d'arrêter de vous concentrer sur l'amour. Je sais, vous pensez que c'est ce dont vous avez besoin, mais je veux que vous fassiez quelque chose de précis. Je veux que vous preniez une feuille de papier, pas votre téléphone, une vraie feuille de papier, et que vous écriviez 3 réponses à cette question. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie, indépendamment de toute relation amoureuse, pas ce que vous devriez aimer, pas ce qui impressionne les autres, ce que vous aimez vraiment, votre café du matin dans le silence, une promenade dans la forêt, un livre qui vous transporte, une conversation avec une amie qui vous fait rire jusqu'aux larmes, un projet professionnel qui vous passionne, peu importe ce que c'est. Identifiez ces 3 choses et commencez à leur consacrer du temps et de l'attention délibérée. Pourquoi est-ce si important? Parce que ces moments de plaisir authentique changent votre chimie cérébrale. Ils augmentent votre taux de dopamine et de sérotonine. Ils réduisent votre cortisol, l'hormone du stress. Et ils commencent à construire quelque chose d'essentiel, une expérience viscérale de votre propre valeur indépendante de toute validation externe. Et cette expérience change votre signature émotionnelle de façon mesurable. La deuxième chose, et celle-ci va vous demander un peu de courage, c'est de faire un inventaire honnête de vos relations actuelles. Pas vos relations amoureuses, toutes vos relations, vos amis, votre famille, vos collègues. Et pour chaque relation importante, posez-vous cette question honnête. Dans cette relation, est-ce que je me sens nourri ou est-ce que je me sens vidé? Est-ce que cette personne me voit vraiment ou est-ce qu'elle me voit comme je veux être vu? Est-ce que je peux être moi-même complètement ou est-ce que je joue un rôle? Parce que voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. La qualité de votre relation amoureuse future est directement corrélée à la qualité de vos relations actuelles. Si vous tolérez des relations où vous vous sentez petite, invisible ou non respectée, vous entraînez votre système nerveux à accepter ce type de dynamique et vous allez reproduire ces dynamiques dans votre relation amoureuse. Alors commencez à nettoyer votre jardin relationnel, pas de façon brutale, pas en coupant tous les ponts du jour au lendemain, mais avec une intention claire de vous entourer de personnes qui vous élèvent. La troisième chose, et celle-ci est scientifiquement validée par des décennies de recherche en psychologie positive, c'est de développer ce que le psychologue Martin Seligman appelle la résilience émotionnelle. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à traverser les émotions difficiles sans vous y noyer et sans les fuir. Parce que l'un des grands problèmes que j'observe chez les femmes qui cherchent l'amour de façon compulsive, c'est qu'elles utilisent la recherche de l'amour comme une façon d'éviter leurs émotions difficiles. La solitude, la tristesse, la peur du vieillissement, la peur de ne pas être suffisante. Et à chaque fois qu'elles ressentent ces émotions, elles se précipitent vers leur téléphone, vers les applications de rencontres, vers la recherche de validation externe. Ça soulage pendant 5 minutes et ça aggrave le problème sur le long terme. Alors voici ce que je vous propose. La prochaine fois que vous ressentez cette vague d'anxiété relationnelle, cette envie urgente de chercher, d'envoyer un message, de vérifier si quelqu'un vous a vu, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple. Posez votre téléphone, asseyez-vous, posez une main sur votre cœur et dites-vous intérieurement avec douceur, comme vous le diriez à une amie chère, ce que je ressens en ce moment est réel et c'est acceptable. Je n'ai pas besoin de fuir ça, je peux le traverser, ça prend 30 secondes et avec de la pratique, ça change profondément votre rapport à vous-même. Maintenant, je veux faire une pause et vous poser une question. Pensez à la femme la plus magnétique que vous connaissez, pas nécessairement la plus belle physiquement. La femme dont la présence attire les gens, dont la compagnie est recherchée, qui semble avoir une relation amoureuse épanouissante. Qu'est-ce qu'elle a que vous n'avez pas ?
Je parie que si vous y réfléchissez honnêtement, vous allez réaliser que ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la chance, c'est quelque chose dans sa façon d'être, une certaine solidité, une certaine légèreté paradoxale, une façon de sembler intéressé par la vie plutôt que d'attendre que la vie lui apporte quelque chose, et je vais vous dire quelque chose d'important. Cette façon d'être, elle ne lui est pas tombée du ciel, elle l'a développée, elle l'a cultivée, et vous pouvez faire exactement la même chose. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'ai développé dans ma pratique et que j'appelle l'attractivité de fond. Ce n'est pas l'attractivité de surface, celle qui dépend de votre coiffure ou de votre tenue. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant. L'attractivité de fond, c'est ce que les autres ressentent quand ils sont avec vous. C'est la qualité de votre présence. C'est votre capacité à être vraiment là, vraiment vous-même, vraiment intéressé par ce qui se passe autour de vous. Et cette attractivité de fond, elle se développe par la pratique de ce que j'appelle la présence pleine. Pas la pleine conscience dans le sens mystique ou ésotérique, non. La présence pleine dans le sens très concret et très laïque d'être vraiment là où vous êtes vraiment dans votre corps, vraiment dans l'instant présent. Et voici un exercice concret pour développer cette présence pleine dans votre vie quotidienne. Choisissez une activité que vous faites tous les jours. Ça peut être prendre votre café le matin, marcher jusqu'à votre voiture, faire la vaisselle, n'importe quelle activité routinière. Et pendant cette activité, pendant 5 minutes, engagez tous vos sens complètement. Qu'est-ce que vous voyez vraiment, pas de façon automatique, mais vraiment, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous goûtez, si c'est applicable. 5 minutes par jour de cette pratique, et je dis ça avec toute la rigueur scientifique dont je dispose. 5 minutes par jour de cette pratique changent votre système nerveux autonome sur le long terme. Elles réduisent votre niveau d'anxiété de base et elles commencent à construire cette qualité de présence qui est au cœur de l'attractivité de fond. Mais je veux aller encore plus loin parce que nous avons beaucoup de chemin à parcourir ensemble et je ne veux pas m'arrêter à la surface des choses. Je veux vous parler de quelque chose qui est au cœur de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Je veux vous parler de la relation que vous avez avec vous-même. Voici une question que je pose souvent à mes patientes. Si vous étiez une autre personne, est-ce que vous voudriez vous avoir comme ami? Est-ce que vous vous traitez avec la même gentillesse, la même patience, la même bienveillance que vous accordez à vos meilleurs amis? Ou est-ce que vous vous traitez avec une sévérité que vous n'infligeriez jamais à quelqu'un d'autre? La plupart des femmes que je rencontre dans mon cabinet ont une relation avec elles-mêmes qui serait considérée comme abusive si c'était une relation avec une autre personne. Elles se parlent avec une cruauté incroyable. Tu es trop vieille, tu es trop grosse, tu es trop compliquée, tu es trop sensible, tu n'es pas assez bien. Personne ne voudra de toi. Et elles font ça des centaines de fois par jour, de façon automatique, sans même s'en rendre compte. Et puis elles se demandent pourquoi elles se sentent si mal dans leur peau. La recherche en psychologie de la compassion, menée par des chercheurs comme Christine Neff à l'Université du Texas, est absolument claire sur ce point. L'autocompassion, la capacité à se traiter soi-même avec bienveillance, est l'un des prédicteurs les plus puissants du bien-être psychologique, de la résilience et de la qualité des relations amoureuses. Les femmes qui ont un niveau élevé d'autocompassion ont des relations plus satisfaisantes, plus stables et plus passionnées. Pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles n'ont pas de problème, mais parce qu'elles n'ont pas besoin que leur partenaire les sauve d'elles-mêmes. Et voici quelque chose de fascinant que j'observe régulièrement dans ma pratique. Quand une femme commence à développer une vraie relation de bienveillance avec elle-même, quand elle commence à se traiter comme son amie la plus précieuse, quelque chose change dans la façon dont les hommes la perçoivent, pas parce qu'elle joue un rôle différent, pas parce qu'elle applique des techniques de séduction, mais parce que sa signature émotionnelle change fondamentalement. Elle cesse d'émettre ce signal de main qui repousse les gens, et elle commence à émettre ce signal de plénitude qui les attire. Maintenant, je veux vous parler d'une histoire vraie. Une femme, appelons-la Isabelle, est venue me voir à 54 ans. Elle venait de traverser un divorce difficile après 22 ans de mariage. Son ex-mari avait refait sa vie très rapidement avec une femme plus jeune et Isabelle était dévastée. Elle me disait « Christophe, je ne comprends pas, j'ai tout fait bien. J'ai été une bonne épouse, une bonne mère, j'ai sacrifié ma carrière pour ma famille. Et maintenant je suis là, seule à 54 ans et lui il est heureux avec une autre. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et c'est là que j'ai dû lui dire quelque chose de difficile mais d'essentiel. « Isabelle, rien ne va pas chez toi. Mais tu as passé 22 ans à te définir uniquement à travers ton rôle d'épouse et de mère. Et maintenant que ces rôles ont changé, tu ne sais plus qui tu es. Tu n'as pas de relation avec toi-même en dehors de ces rôles. Et c'est ça le vrai problème, pas ton âge, pas ton poids. Pas le fait que ton ex soit avec quelqu'un d'autre. Le vrai problème, c'est que tu ne te connais pas encore vraiment. Isabelle a travaillé avec moi pendant 2 ans.
Et ce que j'ai vu se produire chez elle est quelque chose que je n'aurais pas pu prédire avec précision. Elle a recommencé à peindre quelque chose qu'elle avait abandonné à 28 ans. Elle a voyagé seule en Italie pendant 2 semaines, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire avant. Elle a commencé à avoir des opinions tranchées sur des sujets qui lui tenaient à cœur et à les exprimer sans s'excuser. Et petit à petit, quelque chose dans sa façon d'être a changé. Elle est devenue magnétique. Pas au sens superficiel du terme. Au sens profond, les gens voulaient être avec elle, et oui, elle a rencontré quelqu'un, un homme remarquable, mais ce n'est pas ça l'essentiel de l'histoire. L'essentiel, c'est qu'Isabelle, pour la première fois de sa vie adulte, était vraiment heureuse, avec ou sans homme. Et c'est ça le vrai paradoxe que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Quand vous arrêtez de chercher l'amour comme si votre vie indépendait, quand vous commencez à construire une vie qui vous nourrit vraiment, quand vous développez cette relation profonde et bienveillante avec vous-même, l'amour ne devient pas moins probable. Il devient beaucoup plus probable et surtout il devient d'une qualité complètement différente. Pas un amour de dépendance, pas un amour de compensation, mais un amour de choix libre. Un amour entre 2 personnes qui sont complètes et qui choisissent de se compléter. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un concept psychologique qui va peut-être changer votre façon de voir vos relations passées. C'est le concept de l'attachement anxieux. La théorie de l'attachement développée par John Bowlby dans les années 60 est considérablement enrichie. Depuis, nous dit que notre façon de nous attacher aux autres dans l'âge adulte est profondément influencée par nos premières expériences d'attachement dans l'enfance. Et il existe 3 grands styles d'attachement, l'attachement sécure, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Les personnes avec un attachement anxieux, et c'est le cas d'une proportion significative des femmes qui me consultent, ont développé la conviction profonde, souvent inconsciente, que pour être aimées, elles doivent constamment chercher des signes de validation, constamment s'assurer que l'autre ne va pas les quitter. Et cette vigilance constante est épuisante. Elle est épuisante pour elles et elle est épuisante pour leur partenaire. Et elles créent exactement la dynamique qu'elles craignent le plus, un partenaire qui se sent étouffé et qui finit par prendre de la distance. La bonne nouvelle, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que le style d'attachement n'est pas une condamnation à vie. Les neurosciences modernes ont démontré avec une clarté remarquable que le cerveau adulte conserve une plasticité extraordinaire. Vous pouvez changer votre style d'attachement. Pas du jour au lendemain, pas sans effort. Mais avec les bons outils et avec de la persévérance, vous pouvez développer un attachement de plus en plus sécure et cela change tout. Comment développer un attachement plus sécure? Voici des étapes concrètes. Premièrement, commencez à remarquer vos réactions automatiques dans les situations relationnelles. Quand votre partenaire potentiel ne répond pas à votre message pendant 2 heures, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées? Notez-le. Pas pour vous juger, pour vous connaître. Deuxièmement, développer ce que j'appelle une base sécure interne, c'est-à-dire une série de ressources internes que vous pouvez activer quand vous vous sentez anxieuse dans une relation. Ça peut être un souvenir d'un moment où vous vous êtes senti forte et capable, ça peut être une phrase que vous vous dites, quelque chose comme « je suis capable de traverser ça, j'ai déjà traversé des choses difficiles ». Ça peut être une sensation physique de stabilité, les pieds bien à plat sur le sol, la respiration profonde. Ces ressources internes, avec de la pratique, deviennent des ancres qui vous stabilisent dans les moments de turbulence émotionnelle. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile, apprenez à tolérer l'incertitude relationnelle. L'une des caractéristiques de l'attachement anxieux, c'est une intolérance très élevée à l'incertitude. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes, de savoir ce que l'autre pense, de savoir si vous êtes en sécurité. Et cette intolérance à l'incertitude vous pousse à des comportements qui sabotent vos relations. Alors commencez à vous entraîner à tolérer de petites incertitudes dans votre vie quotidienne, pas dans vos relations, c'est trop difficile pour commencer. Dans des choses simples. Allez dans un restaurant sans avoir lu les avis, prenez un chemin différent pour aller au travail. Regardez un film dont vous ne connaissez pas la fin. Ce sont des petits exercices de tolérance à l'incertitude qui, avec le temps, renforcent votre capacité à rester calme dans l'incertitude relationnelle. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je veux vous parler de la façon dont notre société traite les femmes de 45 à 60 ans et de pourquoi cette façon de traiter est non seulement injuste, mais profondément absurde d'un point de vue psychologique et scientifique. Nous vivons dans une culture qui a une relation très problématique avec le vieillissement féminin. Une culture qui dit aux femmes qu'elles ont une date de péremption,
qu'après un certain âge, elles deviennent moins désirables, moins intéressantes, moins importantes, et je vais vous dire quelque chose avec toute la conviction dont je suis capable. C'est faux. C'est profondément, scientifiquement, humainement faux. Les études sur l'attractivité et les relations à long terme montrent quelque chose de fascinant. Les hommes qui ont une maturité émotionnelle, les hommes qui ont suffisamment vécu pour savoir ce qu'ils veulent vraiment dans une relation, ces hommes sont attirés par des qualités qui s'approfondissent avec l'âge. La confiance en soi, la clarté sur ses valeurs, la capacité à être vraiment présente, l'intelligence émotionnelle, la profondeur, ces qualités ne diminuent pas avec l'âge. Elles augmentent pour les femmes qui travaillent sur elles-mêmes. Et voici quelque chose que j'ai observé maintes et maintes fois dans ma pratique. Les femmes de 50 ans qui ont fait ce travail sur elles-mêmes, qui ont développé cette relation profonde avec elles-mêmes, qui ont arrêté de chercher l'amour et commencé à construire une vie, ces femmes sont plus magnétiques, plus désirables, plus attirantes que des femmes de 30 ans qui sont encore dans ce cycle de recherche anxieuse. Pas parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles sont plus elles-mêmes, et je veux vous dire quelque chose d'autre. Quelque chose que je dis rarement en public, mais que je crois profondément. Les femmes de 45 à 60 ans sont, à bien des égards, les femmes les plus intéressantes de notre société. Elles ont vécu, elles ont aimé et souffert. Elles ont élevé des enfants ou construit des carrières, ou les deux. Elles ont traversé des deuils, des trahisons, des renaissances. Elles ont une profondeur que les femmes plus jeunes n'ont pas encore eu le temps de développer, et cette profondeur pour un homme qui sait ce qu'il cherche est absolument irrésistible. Alors arrêtez de vous excuser d'avoir 50 ans. Arrêtez de vous comparer à des femmes plus jeunes, arrêtez de penser que votre meilleur temps est derrière vous. Votre meilleur temps est maintenant, et je le dis avec la conviction de quelqu'un qui a accompagné des femmes dans cette transformation et qui a vu de ses propres yeux ce qui est possible. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect crucial de tout ceci. Je veux vous parler de la façon dont vous communiquez dans vos relations. Parce que même si vous faites tout le travail intérieur dont nous avons parlé, si vous ne savez pas comment vous exprimer de façon authentique et efficace dans une relation, vous allez continuer à créer des dynamiques qui vous frustrent. L'un des problèmes les plus courants que j'observe chez les femmes qui ont un attachement anxieux, c'est ce que j'appelle la communication indirecte. C'est-à-dire qu'elles ont des besoins très clairs, elles ont des désirs très précis, mais elles n'osent pas les exprimer directement, parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Parce qu'elles ont appris que leurs besoins sont trop importants, trop envahissants, trop demandeurs. Alors elles les expriment de façon indirecte. Elles font des allusions, elles attendent que l'autre devine. Elles boudent, elles se retirent et puis elles sont frustrées que l'autre ne comprenne pas. Et voici quelque chose que je dois vous dire avec toute la clarté possible. Les hommes en général, et je parle ici de façon générale avec toutes les nuances que ça implique, les hommes ne lisent pas dans les pensées. Ils ne comprennent pas les allusions, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur cerveau est câblé différemment pour la communication sociale. Et si vous attendez qu'un homme devine vos besoins, vous allez attendre très longtemps. La communication directe et bienveillante est une compétence, et comme toute compétence, elle s'apprend, elle se pratique et elle transforme radicalement la qualité de vos relations. Comment pratiquer la communication directe ? Commencez par identifier un besoin simple dans votre vie quotidienne. Pas dans une relation amoureuse, c'est trop chargé émotionnellement pour commencer. Quelque chose de simple, vous avez besoin d'aide pour quelque chose, vous voulez que quelqu'un change une habitude qui vous dérange. Et au lieu d'attendre, au lieu de faire une allusion, dites-le directement. Avec douceur, avec clarté, sans vous excuser d'avoir ce besoin. Je voudrais que j'ai besoin que ça m'aiderait beaucoup si ces formulations directes et bienveillantes sont incroyablement efficaces. Et avec de la pratique, elles deviennent naturelles. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est peut-être le cœur de tout ce dont nous parlons. Je veux vous parler de la différence entre le désir et le besoin dans une relation amoureuse. Parce que c'est une distinction qui change tout. Quand vous cherchez l'amour de façon compulsive, quand vous avez cette urgence de trouver quelqu'un, ce que vous exprimez, c'est un besoin. Un besoin de sécurité, un besoin de validation, un besoin de ne pas être seul. Et les besoins dans une relation créent une dynamique de dépendance qui est à la fois étouffante et fragile. Mais quand vous avez fait le travail sur vous-même, quand vous avez développé cette sécurité intérieure, cette relation bienveillante avec vous-même, ce que vous exprimez dans une relation, c'est un désir. Un désir de partager votre vie avec quelqu'un, un désir de créer quelque chose de beau avec une autre personne, un désir de vous approfondir mutuellement.
Et le désir, contrairement au besoin, est attrayant. Le désir dit « je suis bien sans toi, mais je serai encore mieux avec toi ». Et cette différence est perçue de façon absolument viscérale par l'autre. Je veux maintenant vous faire une confidence. Quelque chose que je partage rarement, mais qui me semble important dans ce contexte. J'ai moi-même connu des périodes de ma vie où j'ai cherché quelque chose à l'extérieur de moi pour combler un manque intérieur. Pas nécessairement l'amour romantique, mais d'autres formes de validation. La reconnaissance professionnelle, l'approbation de mes pairs. Et j'ai appris parfois douloureusement que cette recherche de validation externe est toujours un cercle vicieux, parce qu'elle ne comble jamais vraiment le manque, elle l'alimente. Ce qui m'a aidé, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes patients depuis des années, c'est de retourner l'attention vers l'intérieur. Pas de façon narcissique, pas de façon autocentrée, mais de façon bienveillante et curieuse. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui me rend vraiment vivant? Qu'est-ce que je veux vraiment construire dans cette vie? Et quand j'ai commencé à me poser ces questions honnêtement et à y répondre avec courage, quelque chose a changé dans ma façon d'être dans le monde et les relations que j'ai développées depuis ce moment sont d'une qualité fondamentalement différente. Je veux maintenant vous parler d'un sujet qui est souvent tabou, surtout pour les femmes de notre génération. Je veux vous parler de la sexualité et du désir après 50 ans. Parce que c'est un sujet qui touche directement à la question de l'attractivité et de l'amour, et parce que notre société fait un travail absolument lamentable pour aider les femmes à naviguer dans cette dimension de leur vie. Voici ce que la science nous dit. La sexualité féminine ne disparaît pas après 50 ans. Elle évolue, et pour beaucoup de femmes, avec les bons outils et la bonne approche, elle s'approfondit. La ménopause peut apporter des changements physiques qui nécessitent une adaptation, mais ces changements ne signifiaient pas la fin du désir ou de l'attractivité. Ils signifiaient une invitation à connaître votre corps et votre sexualité d'une façon nouvelle, plus consciente, plus choisie. Les femmes qui vivent le mieux leur sexualité après 50 ans ont une chose en commun. Elles ont une relation positive avec leur corps. Pas un corps parfait selon les standards culturels, mais une relation positive. Elles connaissent leur corps. Elles l'écoutent, elles lui font confiance. Et cette relation positive avec le corps se traduit par une présence physique qui est extraordinairement attirante. Comment développer une relation plus positive avec votre corps? Voici quelque chose de très concret. Chaque matin, avant de vous lever, prenez 30 secondes pour remercier votre corps pour ce qu'il fait pour vous. Pas pour son apparence, pour sa fonction. Mes jambes me portent, mon cœur bat, mes mains créent. Mon cerveau pense. Cette pratique très simple, répétée régulièrement, commence à changer votre relation à votre corps d'une façon qui est perceptible par les autres. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très pratique concernant la façon dont vous vous présentez dans le monde. Je ne parle pas de maquillage ou de tenue, même si ces choses ont leur importance. Je parle de quelque chose de plus fondamental, je parle de votre présence dans l'espace. Les recherches en psychologie sociale, notamment les travaux d'Amy Cuddy à Harvard sur le langage corporel, ont montré quelque chose de fascinant. Votre posture ne reflète pas seulement votre état intérieur, elle le crée. Quand vous adoptez une posture ouverte, quand vous prenez de l'espace physiquement, quand vous vous tenez droite et détendue en même temps, votre cerveau produit des hormones différentes. Votre testostérone augmente légèrement, ce qui augmente votre confiance. Votre cortisol diminue, ce qui réduit votre stress. Et ces changements hormonaux changent votre comportement, votre façon de parler, votre façon d'interagir avec les autres. Alors voici un exercice très simple. Pendant les 2 prochaines semaines, chaque fois que vous entrez dans une pièce, prenez une grande inspiration et occupez délibérément l'espace, pas de façon agressive, pas de façon arrogante, mais avec la tranquille assurance de quelqu'un qui a le droit d'être là. Et observez ce qui change dans la façon dont les gens vous traitent. Je veux maintenant aborder une question que beaucoup de femmes me posent et qui mérite une réponse honnête et nuancée. La question est celle-ci. Est-ce que ça veut dire que je ne dois jamais chercher à l'amour? Est-ce que je dois rester passive et attendre que l'amour vienne à moi? Et ma réponse est non. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Je ne prône pas la passivité, je ne prône pas l'attente. Que je prône, c'est une forme d'action différente, une action qui parle de l'abondance plutôt que du manque. Une action qui dit « je vais dans le monde parce que j'aime la vie et les gens », pas parce que j'ai désespérément besoin de quelqu'un pour me compléter. Cette nuance est fondamentale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous pouvez utiliser les applications de rencontres, mais avec une énergie différente, pas l'énergie de quelqu'un qui cherche sa dernière chance. L'énergie de quelqu'un qui est curieux de rencontrer des gens intéressants. Ça veut dire que oui, vous pouvez aller à des soirées et des événements sociaux.
Mais avec l'intention d'avoir de bonnes conversations, pas de trouver un mari, ça veut dire que oui, vous pouvez exprimer votre intérêt pour quelqu'un. Mais depuis un lieu de choix libre, pas de desperation. Et voici quelque chose de fascinant que j'ai observé. Quand les femmes commencent à approcher les rencontres avec cette énergie d'abondance, les résultats changent radicalement. Non seulement elles attirent des personnes de meilleure qualité, mais elles prennent de meilleures décisions, parce qu'elles ne sont pas dans un état de manque qui les rend aveugles aux red flags, aux signaux d'alerte. Elles peuvent voir clairement, elles peuvent choisir vraiment. Maintenant, je veux vous parler d'un phénomène que j'observe de plus en plus dans ma pratique et dans la société en général. Je veux vous parler de ce que j'appelle la comparaison destructrice, c'est-à-dire l'habitude de vous comparer aux autres femmes et en particulier aux femmes plus jeunes, de façon à toujours vous retrouver en position inférieure. Les réseaux sociaux ont rendu ce problème exponentiellement pire. Parce que vous avez maintenant accès 24 heures sur 24 à des images soigneusement sélectionnées et souvent retouchées de femmes qui semblent avoir la vie parfaite, le corps parfait, la relation parfaite. Et votre cerveau, qui n'est pas fait pour ce niveau d'exposition, traite ces images comme si elles étaient représentatives de la réalité. Et il se compare et il conclut que vous êtes insuffisante. Voici ce que la recherche nous dit sur la comparaison sociale. La comparaison sociale ascendante, c'est-à-dire se comparer à quelqu'un qui semble mieux que vous, est systématiquement associée à une réduction de l'estime de soi, à une augmentation de l'anxiété et à une réduction bien-être général. Et pourtant, c'est exactement ce que vous faites chaque fois que vous ouvrez Instagram ou Facebook. La solution n'est pas nécessairement de supprimer les réseaux sociaux, même si pour certaines personnes, c'est la meilleure option. La solution est de développer une conscience critique de votre utilisation des réseaux sociaux. Chaque fois que vous vous retrouvez à vous comparer à quelqu'un sur les réseaux sociaux, posez-vous cette question. Est-ce que cette comparaison m'aide à devenir une meilleure version de moi-même ? Ou est-ce qu'elle me fait simplement me sentir mal si la réponse est la deuxième option, fermez l'application. Faites quelque chose qui vous nourrit vraiment et je veux vous dire quelque chose d'important sur la comparaison. La seule comparaison qui a du sens, la seule qui soit vraiment utile, c'est la comparaison avec vous-même dans le temps. Est-ce que vous êtes plus heureuse qu'il y a un an ? Est-ce que vous vous connaissez mieux ? Est-ce que vous avez des relations plus satisfaisantes et est-ce que vous prenez soin de vous mieux qu'avant ? C'est ça la vraie mesure du progrès. Pas la comparaison avec une autre femme dont vous ne connaissez pas vraiment la vie. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent négligé dans les conversations sur les relations amoureuses. Je veux vous parler de l'amitié et en particulier de l'amitié féminine. L'une des choses les plus importantes est ce que vous pouvez faire pour votre vie amoureuse, c'est d'investir dans vos amitiés féminines. Pas comme un substitut à l'amour romantique, mais comme une fondation essentielle de votre bien-être et de votre attractivité. Les études sur le bien-être montrent que les femmes qui ont des amitiés féminines profondes et authentiques ont un niveau de bien-être significativement plus élevé, une meilleure santé physique et oui, des relations amoureuses plus satisfaisantes. Pourquoi ? Parce que les amitiés féminines nourrissent quelque chose d'essentiel chez les femmes. Elles fournissent cette validation, cette compréhension, cette intimité émotionnelle que les femmes ont besoin de ressentir. Et quand ces besoins sont nourris par des amitiés profondes, vous n'avez pas besoin de les chercher compulsivement dans une relation amoureuse. Vous pouvez entrer dans une relation amoureuse depuis un lieu de plénitude et non de manque. Alors investissez dans vos amitiés. Appelez cet ami avec qui vous avez perdu le contact. Organisez un dîner avec vos proches. Soyez vraiment présente dans ces relations. Écoutez vraiment, partagez vraiment et regardez ce que ça fait à votre énergie globale. Maintenant, je veux vous parler d'un aspect de la psychologie masculine que beaucoup de femmes ne comprennent pas bien et qui crée beaucoup de confusion et de souffrance. Je veux vous parler de la façon dont les hommes vivent l'attraction. L'attraction masculine est souvent décrite comme quelque chose de principalement physique et il y a une part de vérité dans ça. Mais c'est une description très incomplète. Les hommes qui ont une certaine maturité émotionnelle, et ce sont ces hommes qui sont capables d'une vraie relation profonde, sont attirés par quelque chose de beaucoup plus complexe que l'apparence physique. Ce qui attire vraiment un homme mature, c'est ce que j'appelle la vitalité intérieure. C'est cette qualité d'une femme qui est vraiment vivante dans sa propre vie, qui a des passions, qui a des opinions, qui a des limites claires, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, qui n'a pas besoin de lui pour être heureuse, mais qui choisit d'être avec lui parce qu'elle apprécie vraiment sa compagnie. Et voici quelque chose de fascinant sur la psychologie masculine que j'ai observé dans ma pratique. Les hommes sont très sensibles à ce que j'appelle le signal de disponibilité émotionnelle. Pas la disponibilité au sens de toujours disponible, toujours là, toujours prête à tout laisser tomber pour lui, non.
La disponibilité émotionnelle au sens de quelqu'un qui est capable d'une vraie connexion, d'une vraie intimité, d'une vraie présence. Et cette disponibilité émotionnelle, paradoxalement, est plus forte chez les femmes qui ont aussi une vie riche et indépendante, parce que ces femmes ne sont pas épuisées par l'anxiété relationnelle. Elles ont de l'énergie pour être vraiment présentes. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très concret concernant les premières rencontres et les premiers rendez-vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation où vous rencontrez des gens, et quelque chose ne se passe pas, ou ça commence bien, et puis ça s'arrête, et vous ne comprenez pas pourquoi. Voici ce que j'observe. Les femmes qui ont le plus de succès dans les premières rencontres ne sont pas celles qui posent les meilleures questions ou qui ont les meilleures réponses. Ce sont celles qui sont le plus vraiment présentes, qui écoutent vraiment, qui s'intéressent vraiment. Pas pour impressionner, pas pour être appréciées, mais parce qu'elles sont génuinement curieuses de l'autre. Et voici un exercice très concret pour votre prochain rendez-vous ou votre prochaine rencontre sociale. Avant d'y aller, prenez 5 minutes pour vous ancrer dans votre propre présence. Respirez profondément. Sentez vos pieds sur le sol. Rappelez-vous une chose que vous aimez vraiment dans votre vie et allez à cette rencontre avec l'intention d'être curieuse, pas de plaire, d'écouter, pas d'impressionner. D'être vous-même, pas le personnage que vous pensez que l'autre veut voir. Et si ça ne marche pas avec cette personne précise, ce n'est pas un échec, c'est une information. C'est une information sur la compatibilité. Et la compatibilité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcer, vous pouvez seulement vous rendre disponible à la vraie connexion. Et la vraie connexion arrive quand deux personnes sont vraiment elles-mêmes en présence l'une de l'autre. Je veux maintenant vous parler d'un sujet qui est au cœur de la santé psychologique et qui est directement lié à votre attractivité et à votre capacité à avoir une relation épanouissante. Je veux vous parler des limites. Des frontières personnelles. Les limites, dans notre culture, ont souvent une connotation négative. On pense aux limites comme à quelque chose de défensif, de fermé, de rigide. Mais en réalité, des limites saines sont l'expression la plus claire de votre respect de vous-même. Et elles sont extraordinairement attirantes. Une femme qui a des limites est claire dit par sa façon d'être « je me respecte, je sais ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas, et je suis capable de l'exprimer clairement et calmement ». Cette femme est perçue comme quelqu'un de sûr, de solide, de fiable, et ses qualités sont profondément attirantes. Comment développer des limites plus saines ? Commencez par identifier les domaines de votre vie où vous vous sentez régulièrement envahi ou mal à l'aise. Votre temps, votre espace, vos valeurs, vos besoins physiques et émotionnels. Et commencez à pratiquer l'expression de ces limites dans des situations à faible enjeu. Avec un collègue qui vous demande de faire quelque chose qui ne fait pas partie de vos responsabilités. Avec un ami qui annule régulièrement vos plans au dernier moment. Avec un membre de la famille qui fait des commentaires sur votre vie personnelle. Pratiquez des formulations simples et directes. Je ne suis pas disponible pour ça. Ce n'est pas quelque chose que j'accepte. J'ai besoin que tu respectes ces formulations, dites calmement et sans agressivité, sont des actes d'amour envers vous-même. Et elles entraînent les autres à vous traiter avec le respect que vous méritez. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est souvent au cœur des difficultés relationnelles des femmes de 45 à 60 ans. Je veux vous parler du deuil. Pas nécessairement le deuil d'une personne décédée, même si ça peut l'être. Le deuil d'une relation, le deuil d'un mariage, le deuil d'une certaine vision de votre vie. Beaucoup de femmes qui me consultent n'ont pas vraiment fait leur deuil de leur relation passée. Elles pensent l'avoir fait. Elles ont pleuré. Elles sont passées à autre chose en apparence. Mais quelque part en profondeur, il y a encore une partie d'elles qui attend, qui espère, qui n'a pas vraiment dit au revoir. Et cette partie non résolue agit comme un filtre sur toutes leurs nouvelles relations. Elle crée des comparaisons inconscientes, elle crée des attentes irréalistes, elle crée une ambivalence qui empêche un vrai engagement dans quelque chose de nouveau. Faire son deuil ne signifie pas oublier. Ça ne signifie pas que ce que vous avez vécu ne comptait pas, ça signifie reconnaître pleinement ce qui a été, la beauté et la douleur, et choisir consciemment de se tourner vers l'avenir. C'est un processus. Et pour certaines personnes, ce processus nécessite un accompagnement professionnel. Et il n'y a aucune honte à ça, au contraire. Demander de l'aide quand vous en avez besoin est un signe de force, pas de faiblesse. Si vous pensez que vous n'avez pas encore vraiment fait votre deuil d'une relation passée, voici quelque chose de concret que vous pouvez faire. Prenez une feuille de papier et écrivez une lettre à votre relation passée.
Pas la personne à la relation. Écrivez ce que cette relation vous a apporté, écrivez ce qu'elle vous avait appris, écrivez ce que vous emportez avec vous. Et écrivez ce que vous laissez derrière, vous n'enverrez jamais cette lettre, c'est pour vous. C'est un rituel de clôture et les rituels, même simples, ont un pouvoir réel sur notre psyché. Je veux maintenant aborder quelque chose d'essentiel qui est souvent négligé dans les conversations sur les relations amoureuses. Je veux vous parler du projet de vie, pas le projet de vie en tant que couple. Votre projet de vie personnelle. L'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour votre attractivité et pour votre bonheur, c'est d'avoir un projet qui vous passionne. Quelque chose que vous construisez, que vous développez, pas pour impressionner les autres, pour vous. Parce que les gens qui ont un projet de vie sont fondamentalement plus intéressants que les gens qui attendent que quelque chose arrive. Quel est votre projet? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez créer, apprendre, construire dans les 5 prochaines années? Si la réponse est non, c'est le moment de commencer à réfléchir à cette question. Pas de façon pressante, pas de façon anxieuse, mais avec une curiosité bienveillante. Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever le matin, même si je n'avais aucune obligation? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire si j'avais eu plus de courage ou plus de temps? Qu'est-ce qui me donne encore envie de rêver? Et commencez petit. Vous n'avez pas besoin de changer de carrière ou de déménager dans un autre pays. Commencez par une petite chose, un cours, un atelier, un projet créatif, une cause qui vous tient à cœur. Et investissez-y de l'énergie et de l'attention et regardez ce que ça fait à votre vitalité, à votre présence, à votre attractivité. Maintenant, je veux vous parler d'un concept que j'ai développé dans ma pratique et que j'appelle la présence magnétique. C'est la combinaison de plusieurs qualités qui ensemble créent cette attractivité profonde et durable dont je vous parle depuis le début de cette conversation et je vais vous les détailler une par une. La première qualité de la présence magnétique, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est la capacité à être vraiment vous-même avec vos forces et vos vulnérabilités sans vous cacher derrière un personnage. Les gens authentiques sont magnétiques parce qu'ils donnent aux autres la permission d'être eux-mêmes aussi. Et cette permission est un cadeau extraordinaire. La deuxième qualité, c'est la curiosité. Les gens curieux sont magnétiques parce qu'ils s'intéressent vraiment aux autres, au monde, aux idées. Et se sentir vraiment intéressant aux yeux de quelqu'un est l'une des expériences les plus agréables qui soit. La troisième qualité, c'est la légèreté, pas la superficialité, la légèreté, c'est-à-dire la capacité à ne pas prendre la vie trop au sérieux, à rire de soi-même, à trouver de l'humour dans les situations difficiles. Les gens légers sont magnétiques parce qu'ils allègent le fardeau de ceux qui les entourent. La quatrième qualité, c'est la solidité. C'est-à-dire cette impression que vous dégagez d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne va pas s'effondrer à la première difficulté, quelqu'un qui a une certaine stabilité intérieure. La solidité est profondément rassurante et la sécurité est l'une des bases de l'attraction profonde. La cinquième qualité, c'est la générosité. Pas la générosité de quelqu'un qui se sacrifie. La générosité de quelqu'un qui partage depuis l'abondance, qui offre son temps, son attention, son énergie, non pas parce qu'il a peur de ne pas être aimé s'il ne le fait pas, mais parce qu'il prend plaisir à donner. Ces 5 qualités ensemble, l'authenticité, la curiosité, la légèreté, la solidité, la générosité, constituent ce que j'appelle la présence magnétique. Et chacune de ces qualités se développe, se cultive, se pratique. Pas en un jour, mais avec de l'intention et de la persévérance, je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent au cœur de la souffrance des femmes dans les relations. Je veux vous parler de la peur de l'abandon. C'est une peur très primitive, très profonde, qui s'est souvent installée très tôt dans la vie et qui continue à opérer à l'âge adulte de façon souvent inconsciente. La peur de l'abandon se manifeste de nombreuses façons. Elle peut se manifester par une tendance à s'accrocher trop fort dans une relation, par une tendance à vous perdre dans l'autre, à abandonner vos propres besoins et désirs pour maintenir la relation, par une tendance à ignorer les signaux d'alerte parce que la peur de la solitude est plus forte que la sagesse de partir. Et voici quelque chose d'important que je veux que vous compreniez. La peur de l'abandon n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une réponse apprise à des expériences passées. Et comme toute réponse apprise, elle peut être modifiée. La première étape pour travailler avec la peur de l'abandon, c'est de la reconnaître, de la nommer. La prochaine fois que vous vous sentez anxieuse dans une relation, au lieu de vous précipiter vers des comportements compensatoires, dites-vous « Ah, voilà la peur de l'abandon qui se manifeste. Je la reconnais. Je ne suis pas obligé de lui obéir. » Cette simple reconnaissance crée un espace entre la peur et votre comportement. Et dans cet espace, vous pouvez choisir une réponse différente.
Pas la réponse automatique de l'accrochement ou de la fuite, mais une réponse consciente, choisie, qui corresponde à vos vraies valeurs. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être la clé de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je veux vous parler de ce que j'appelle le paradoxe de l'attraction authentique. C'est le concept que j'ai mentionné au début de cette conversation et que je vous ai promis de vous expliquer en détail. Le paradoxe de l'attraction authentique, c'est celui-ci. Plus vous cherchez activement à être aimé et désiré, moins vous l'êtes. Et plus vous vous concentrez sur votre propre épanouissement, sur votre propre bonheur, plus vous devenez naturellement attirante et désirable. Ce paradoxe est contre-intuitif. Il va à l'encontre de ce que notre culture nous enseigne. Notre culture nous dit si tu veux quelque chose, cherche-le activement, travaille dur, fais des efforts et pour beaucoup de choses dans la vie, c'est vrai. Pour la carrière, pour les projets, pour les accomplissements, mais pour l'amour et en particulier pour l'attraction authentique, cette logique ne fonctionne pas. L'attraction authentique est une conséquence, pas un objectif. Elle est la conséquence naturelle d'une vie bien vécue, d'une relation saine avec soi-même, d'une présence pleine et authentique dans le monde. Et quand vous essayez de la forcer, de la produire artificiellement, vous obtenez exactement le contraire de ce que vous voulez. Alors voici la question centrale que je veux vous laisser avec aujourd'hui. Pas comment trouver l'amour, mais comment construire une vie si riche, si pleine, si vraiment vôtre, que l'amour devienne une conséquence naturelle plutôt qu'un objectif désespéré. Et pour répondre à cette question, je veux vous donner une dernière série d'outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Le premier outil, c'est ce que j'appelle la pratique de la gratitude active, pas la gratitude passive, écrire dans un journal ce pourquoi vous êtes reconnaissante. La gratitude active, c'est-à-dire exprimer votre gratitude aux personnes de votre vie qui vous apportent quelque chose de positif. Appelez une amie et dites-lui ce qu'elle signifie pour vous. Écrivez un message à quelqu'un qui vous a aidé. Remerciez sincèrement quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour vous. Cette pratique de la gratitude active renforce vos liens sociaux, améliore votre humeur et vous ancre dans la richesse de ce que vous avez déjà. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle la pratique de l'engagement total. Choisissez une activité que vous faites régulièrement et engagez-vous à la faire avec une présence totale. Pas en pensant à autre chose, pas en vérifiant votre téléphone, vraiment là, vraiment présente, vraiment engagée, que ce soit cuisiner un repas, faire une promenade, avoir une conversation. L'engagement total dans les activités quotidiennes développe votre capacité à être présente et cette présence est au cœur de l'attractivité de fond. Le troisième outil, c'est ce que j'appelle la pratique de l'auto-bienveillance quotidienne. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez 5 minutes pour vous parler à vous-même avec la même douceur que vous parleriez à votre meilleur ami. Reconnaissez ce que vous avez bien fait aujourd'hui. Reconnaissez les difficultés que vous avez traversées et dites-vous avec sincérité « je fais de mon mieux » et mon mieux est suffisant. Le quatrième outil, c'est ce que j'appelle la pratique de la curiosité intentionnelle. Chaque semaine, faites quelque chose de nouveau. Pas nécessairement quelque chose de grand. Un nouveau restaurant, un nouveau livre dans un genre que vous ne lisez pas habituellement, une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, un chemin différent pour aller quelque part. La curiosité intentionnelle garde votre cerveau vivant et flexible et elle vous donne constamment de nouvelles choses à partager, à raconter, à explorer. Le cinquième outil, et c'est peut-être le plus important de tous, c'est ce que j'appelle la pratique de la pleine appartenance à vous-même. C'est-à-dire chaque jour prendre une décision qui exprime ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous valorisez vraiment. Pas ce que les autres attendent de vous. Pas ce que vous pensez devoir être ce que vous êtes vraiment, ça peut être une décision minuscule. Choisir de passer votre dimanche matin à lire plutôt qu'à faire ce que vous pensez devoir faire. Dire non à une invitation qui ne vous attire pas vraiment. Commander ce que vous voulez vraiment au restaurant plutôt que ce qui est raisonnable. Ces petites décisions d'appartenance à vous-même, accumulées au fil du temps, construisent quelque chose de fondamental. Elles construisent une relation de confiance avec vous-même. Et cette confiance est la base de tout le reste. Je veux maintenant vous parler d'une dernière chose qui me semble essentielle. Je veux vous parler de l'espoir. Pas l'espoir naïf qui attend que les choses changent d'elles-mêmes. L'espoir actif, l'espoir qui est basé sur une compréhension claire de ce qui est possible et sur la volonté de faire ce qu'il faut pour que ça arrive. En 20 ans de pratique psychiatrique, j'ai vu des femmes transformer radicalement leur vie à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans. J'ai vu des femmes qui avaient abandonné tout espoir d'amour et de bonheur se reconstruire et créer des vies extraordinaires. Pas parce qu'elles ont trouvé l'homme parfait,
mais parce qu'elles ont trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Elles se sont trouvées elles-mêmes. Et je veux vous dire quelque chose avec toute la conviction dont je suis capable. Et il n'est pas trop tard, peu importe votre histoire, peu importe ce que vous avez traversé, il n'est pas trop tard pour construire une vie qui vous nourrit vraiment. Il n'est pas trop tard pour développer une relation profonde et bienveillante avec vous-même. Il n'est pas trop tard pour être vraiment heureuse. Et quand vous serez vraiment heureuse, quand vous aurez cette présence magnétique dont nous avons parlé, l'amour ne sera plus une quête désespérée. Il sera une invitation naturelle que vous pourrez choisir d'accepter ou non, depuis un lieu de liberté et de plénitude. Je veux maintenant vous parler d'un aspect de la vie que beaucoup de femmes de votre génération ont mis de côté pendant des années. Je veux vous parler du plaisir. Pas le plaisir coupable, pas le plaisir comme récompense après avoir accompli toutes vos obligations, le plaisir comme droit fondamental, comme nécessité psychologique et physiologique. La recherche en psychologie positive est très claire sur ce point. Les personnes qui intègrent régulièrement des moments de plaisir authentique dans leur vie quotidienne ont un niveau de bien-être significativement plus élevé, une meilleure relation ou une plus grande résilience face aux difficultés. Le plaisir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et je veux vous poser cette question directement. Qu'est-ce qui vous donne vraiment du plaisir? Pas ce qui devrait vous donner du plaisir. Pas ce qui donne du plaisir aux autres. Ce qui vous donne vraiment du plaisir à vous. La musique, la danse, la nature, la cuisine, la lecture, l'art, le sport, les conversations profondes, le rire. Identifiez ces sources de plaisir et intégrez-les délibérément dans votre vie quotidienne. Parce que voici quelque chose d'important. Une femme qui prend du plaisir dans sa vie, qui rit vraiment, qui s'engage vraiment dans ce qu'elle aime, cette femme est magnétique, elle est vivante et la vie attire. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très concret concernant la façon dont vous pouvez utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui pour transformer vos interactions quotidiennes. Parce que la transformation ne commence pas dans les grands moments, elle commence dans les petits moments quotidiens. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, que ce soit un ami ou un collègue ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, essayez ceci. Écoutez avec l'intention de vraiment comprendre, pas avec l'intention de répondre. Posez une question de suivi sur ce que la personne vient de dire. Montrez par votre langage corporel que vous êtes vraiment là, vraiment intéressé et remarquez ce qui se passe dans la dynamique de la conversation. Ce type d'écoute profonde est extraordinairement rare. La plupart des gens écoutent en attendant leur tour de parler et quand vous offrez cette qualité d'attention à quelqu'un, il le ressent et il se souvient de vous. Pas parce que vous avez dit quelque chose de brillant, mais parce que vous l'avez vraiment vu. Je veux maintenant aborder quelque chose qui est souvent au cœur des conversations que j'ai avec mes patientes et qui mérite d'être dit clairement. Je veux vous parler de la sexualité comme expression de soi plutôt que comme performance. Beaucoup de femmes ont une relation à leur sexualité qui est profondément influencée par ce qu'elles pensent que les hommes veulent. Elles se demandent, est-ce que je suis assez séduisante? Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je plais suffisamment? Et cette question permanente les coupe de leur propre expérience. Elles transforment quelque chose qui devrait être une source de plaisir et de connexion en une performance anxieuse. La sexualité épanouie, celle qui est vraiment satisfaisante pour vous et pour votre partenaire, est une sexualité qui part de votre propre désir, de votre propre curiosité, de votre propre plaisir. Pas de ce que vous pensez que l'autre atteint. Et développer cette relation plus authentique à votre propre sexualité commence par développer une relation plus authentique à votre corps en général. Par vous permettre de ressentir le plaisir sans vous rouger, par vous autoriser à avoir des désirs et à les exprimer. C'est un travail qui peut prendre du temps. Et pour certaines femmes, notamment celles qui ont vécu des expériences difficiles, il peut nécessiter un accompagnement professionnel. Mais c'est un travail qui en vaut absolument la peine. Parce que la sexualité est une dimension fondamentale de l'expérience humaine et vous méritez de la vivre pleinement. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent source de confusion et de souffrance dans les relations. Je veux vous parler de la différence entre l'amour et la dépendance affective. L'amour et la dépendance affective peuvent ressembler de l'extérieur. Ils impliquent tous les deux une forte émotion pour l'autre. Ils impliquent tous les deux un désir de proximité. Mais ils sont fondamentalement différents dans leur nature et dans leurs effets. L'amour, le vrai amour, celui dont je parle, part d'un lieu de liberté. Il dit « je t'aime et je veux que tu sois heureux », même si ça veut dire que tu fais des choix que je ne comprends pas toujours. L'amour respecte l'autonomie de l'autre.
Il ne cherche pas à contrôler, à posséder, à s'assurer. Il fait confiance. La dépendance affective, elle, part d'un lieu de peur. Elle dit « j'ai besoin de toi pour me sentir bien, pour me sentir en sécurité, pour me sentir valide ». Et cette dépendance crée des comportements qui étouffent la relation, qui créent des conflits, qui finissent souvent par provoquer exactement ce qu'on craignait, la perte de l'autre. Eddie Kiefer, si vous êtes dans l'amour ou dans la dépendance affective, n'est pas toujours facile. Mais voici une question qui peut vous aider. Si votre partenaire disparaissait de votre vie demain, est-ce que vous seriez triste, deuil normal et sain, ou est-ce que votre monde s'effondrerait complètement, signe de dépendance? Si c'est la deuxième option, c'est un signal important que vous avez du travail à faire sur votre relation avec vous-même avant de pouvoir vivre une relation d'amour vraiment saine. Et je vais être très clair ici. Ce n'est pas un jugement. La dépendance affective est une réponse très humaine à des blessures très réelles. Mais elle mérite d'être reconnue et travaillée parce qu'elle vous empêche de vivre l'amour dans toute sa richesse. Je veux maintenant vous parler d'un sujet qui est peut-être le plus difficile de toute cette conversation. Je veux vous parler du pardon. Pas le pardon comme acte de générosité envers quelqu'un qui vous a blessé. Le pardon comme acte de libération envers vous-même. Beaucoup de femmes portent des rancœurs, des colères, des douleurs non résolues de leurs relations passées. Et ces émotions non résolues sont comme des chaînes qui les retiennent dans le passé et qui les empêchent d'être pleinement présentes dans leur vie actuelle. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne signifie pas que vous devez reprendre contact avec quelqu'un qui vous a blessé. Il ne signifie pas que vous devez oublier. Le pardon signifie simplement que vous choisissez de ne plus laisser cette blessure définir votre présent. Que vous choisissez de libérer l'énergie émotionnelle qui est bloquée dans cette rancœur et de la réinvestir dans votre vie actuelle. Et le pardon commence souvent par vous pardonner à vous-même. Pour les choix que vous avez faits et que vous regrettez, pour le temps que vous pensez avoir perdu, pour les erreurs que vous avez commises dans vos relations. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque. Et c'est suffisant. Je veux maintenant vous parler d'une dimension qui est souvent négligée dans les conversations sur le bonheur et les relations. Je veux vous parler de la contribution, de votre contribution au monde, à votre communauté, aux personnes autour de vous. Les études sur le bien-être montrent de façon très consistante que les personnes qui ont un sentiment de contribution, qui sentent qu'elles apportent quelque chose de positif au monde, ont un niveau de bien-être significativement plus élevé. Et ce sentiment de contribution est directement lié à l'attractivité, parce que les personnes qui contribuent ont un sens du but, une direction, une énergie qui est extraordinairement attirante. Quelle est votre contribution? Pas nécessairement quelque chose de grand ou d'héroïque, ça peut être votre présence bienveillante dans la vie de vos amis. Ça peut être votre engagement dans une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être votre créativité qui apporte de la beauté dans le monde. Ça peut être votre travail si vous y mettez du cœur. Identifiez votre contribution et nourrissez-la. Maintenant, je veux faire une synthèse de tout ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. Parce que nous avons couvert beaucoup de terrain et je veux m'assurer que vous repartez avec une vision claire de ce que vous pouvez faire concrètement. Nous avons parlé du paradoxe central que chercher l'amour avec desperation éloigne exactement ce que vous cherchez. Nous avons parlé de l'état de vigilance hyperactivé que crée cette recherche et des signaux de manque qu'il envoie. Nous avons parlé de l'identité relationnelle et de la nécessité de construire une identité qui ne dépend pas de la validation externe. Nous avons parlé de l'autocompassion comme fondement de toute relation saine. Nous avons parlé de l'attachement anxieux et de comment développer un attachement plus sécure. Nous avons parlé de la communication directe et bienveillante. Nous avons parlé de la différence entre le désir et le besoin dans une relation. Nous avons parlé de la présence magnétique et de ses 5 qualités. Nous avons parlé du deuil, des limites, du plaisir, de la sexualité, du pardon, de la contribution. Et tout ça converge vers un seul message central. Le chemin vers l'amour passe par vous, par votre relation avec vous-même, par votre engagement dans votre propre vie, par votre présence authentique dans le monde. Et quand vous êtes vraiment vous-même, vraiment vivante, vraiment présente, l'amour ne sera plus quelque chose que vous cherchez, il sera quelque chose que vous rencontrez. Je veux terminer cette conversation par quelque chose qui me tient profondément à cœur. Je veux vous parler de la beauté de cette période de votre vie. Parce que je crois sincèrement, avec toute mon expérience clinique et personnelle, que les années entre 45 et 65 ans sont parmi les plus riches et les plus intéressantes de la vie d'une femme. Vous avez quelque chose que les femmes plus jeunes n'ont pas encore. Vous avez de l'expérience, vous avez de la profondeur, vous avez une connaissance de vous-même qui ne peut s'acquérir qu'avec le temps.
Vous avez traversé des épreuves qui vous ont forgé. Vous savez ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Vous avez une clarté sur vos valeurs et vos priorités que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Et vous avez quelque chose d'encore plus précieux. Vous avez du temps devant vous, du temps pour construire, pour créer, pour aimer, pour vous épanouir. Pas le temps de la jeunesse qui ne sait pas encore ce qu'elle veut. Le temps de la maturité qui sait exactement ce qu'elle veut et qui a la sagesse et la force de le créer. Alors je vous invite avec toute la chaleur et la conviction dont je suis capable à embrasser cette période de votre vie, non pas avec résignation, avec enthousiasme, avec curiosité, avec la certitude profonde que le meilleur de votre vie n'est pas derrière vous, il est devant vous et il commence maintenant. Je veux vous dire une dernière chose avant de terminer. Vous êtes précieuse. Pas parce que quelqu'un vous a choisi, pas parce que vous êtes jeune ou belle selon les standards culturels, pas parce que vous avez accompli telle ou telle chose. Vous êtes précieuse parce que vous êtes vous. Avec tout ce que ça implique, et cette préciosité ne diminue pas avec l'âge, elle s'approfondit, elle se révèle et elle mérite d'être vue, célébrée et aimée. D'abord par vous-même. Et ensuite, oui, par quelqu'un d'autre qui aura la chance de vous rencontrer vraiment. Maintenant, je veux prendre le temps de vous parler de quelque chose que beaucoup de femmes vivent mais que peu osent nommer. Je veux vous parler de la honte d'être seule, la honte d'avoir divorcé, la honte d'avoir 50 ans et de ne pas avoir la vie que vous pensiez avoir à cet âge. La honte de vouloir encore l'amour, comme si ce désir était quelque chose de pitoyable ou d'inapproprié à votre âge. La honte est une émotion extraordinairement puissante et extraordinairement destructrice. Elle nous pousse à nous cacher, à nous diminuer, à nous taire. Et elle est directement opposée à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, à l'authenticité, à la présence, à la connexion. La recherche de Brené Brown sur la honte et la vulnérabilité a montré quelque chose de fondamental. La honte prospère dans le secret et le silence, et elle se dissout dans la lumière de la connexion humaine authentique. Quand vous partagez votre vulnérabilité avec quelqu'un de confiance, quand vous dites « je me sens seul, j'ai peur de ne jamais être aimé, j'ai honte de ma situation », quelque chose se libère. Pas parce que le problème est résolu, mais parce que vous n'êtes plus seul avec lui. Alors si vous portez de la honte en ce moment, je vous invite à la partager avec quelqu'un de confiance, une amie proche, un thérapeute, un groupe de soutien, pas pour vous plaindre, pas pour chercher de la pitié, mais pour vous libérer du poids de cette émotion qui vous isole et qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est directement lié à votre vitalité et à votre attractivité. Je veux vous parler de votre santé physique, pas pour vous dire de perdre du poids ou de vous mettre au sport, mais pour vous parler de la connexion profonde entre votre corps et votre état psychologique. La recherche en psychologie du corps est très claire. L'exercice physique régulier est l'une des interventions les plus puissantes que nous connaissons pour améliorer l'humeur, réduire l'anxiété, améliorer l'estime de soi et améliorer la qualité du sommeil. Pas parce que ça change votre apparence physique, mais parce que ça change votre chimie cérébrale. Ça augmente votre taux d'endorphine, de sérotonine, de dopamine, ça réduit votre cortisol. Et ça vous donne une expérience directe de la compétence de votre corps, ce qui est profondément bon pour votre estime de vous-même. Je ne vous dis pas de vous inscrire dans une salle de sport et de vous torturer. Je vous dis de trouver une façon de bouger votre corps qui vous plaît vraiment. La danse, la marche dans la nature, le yoga, la natation, le jardinage, n'importe quoi qui vous fait sentir vivante dans votre corps. Et faites-le régulièrement, pas pour votre silhouette, pour votre cerveau, pour votre énergie, pour votre présence dans le monde et le sommeil. Je ne peux pas vous parler de vitalité et d'attractivité sans vous parler du sommeil. Le manque de sommeil est l'une des causes les plus sous-estimées de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité et de la réduction de l'attractivité. Quand vous êtes reposé, votre cerveau fonctionne mieux, votre humeur est plus stable, votre présence est plus forte et oui, votre attractivité physique est plus grande. Les études montrent que les personnes bien reposées sont perçues comme plus attirantes, plus saines et plus accessibles. Alors dormez, faites du sommeil une priorité, pas comme un luxe, comme une nécessité. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent au cœur de la souffrance des femmes dans les relations et qui mérite d'être nommé clairement. Je veux vous parler des relations toxiques et de comment les reconnaître et s'en libérer. Une relation toxique n'est pas nécessairement une relation avec quelqu'un de mauvais. C'est souvent une relation avec quelqu'un qui est lui-même blessé, qui n'a pas fait son propre travail et dont les comportements vous font du mal. Et voici les signes les plus courants d'une relation toxique. Vous vous sentez régulièrement petite, critiquée ou insuffisante dans cette relation, vous marchez sur des œufs, vous avez peur des réactions de l'autre.
Vous vous retrouvez constamment à vous excuser, même quand vous n'avez rien fait de mal, vous avez abandonné des amis, des activités, des parties de vous-même pour cette relation. Votre estime de vous-même a diminué depuis que vous êtes dans cette relation. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes dans une relation actuelle ou passée, c'est une information importante. Et je veux vous dire quelque chose avec clarté, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un suffisamment pour le guérir. Vous ne pouvez pas être suffisamment patiente, suffisamment compréhensive pour changer quelqu'un qui ne veut pas changer, et en essayant de le faire, vous vous épuisez et vous vous blessez. La chose la plus aimante que vous puissiez faire dans une relation toxique, pour vous et pour l'autre, c'est de partir. Pas avec colère, pas avec jugement, mais avec la clarté que cette relation ne vous nourrit pas et ne vous permet pas d'être la femme que vous voulez être. Je sais que c'est difficile. Je sais que la peur de la solitude peut rendre une relation toxique préférable à l'absence de relation. Mais voici ce que j'ai vu dans ma pratique. Les femmes qui ont eu le courage de quitter une relation toxique et de traverser la douleur de la séparation ont presque invariablement, avec le temps et le travail, construit des vies et des relations infiniment plus satisfaisantes, parce qu'elles se sont libérées d'un poids qui les empêchait de respirer. Et dans cette liberté, elles ont pu se retrouver. Je veux maintenant vous parler d'un concept qui est fondamental dans ma pratique et qui est directement lié à tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Je veux vous parler de la pleine conscience, mais pas dans le sens ésotérique ou mystique que ce terme a parfois. La pleine conscience dans le sens très concret et très pratique d'une attention délibérée au moment présent. La pleine conscience est l'antidote à la rumination. Et la rumination, c'est-à-dire cette tendance à rejouer en boucle les événements passés ou à anticiper anxieusement l'avenir, est l'une des principales causes de souffrance psychologique. Quand vous ruminez sur votre ex, sur ce qui aurait pu être différent, sur ce que vous auriez dû dire ou faire, vous n'êtes pas dans le présent. Vous êtes dans un passé que vous ne pouvez pas changer. Et cette absence au présent vous empêche de vivre vraiment votre vie actuelle. La pleine conscience ne demande pas des heures de méditation. Elle demande de courtes pratiques régulières. Voici ce que je recommande à mes patients. 3 fois par jour, prenez 1 minute, juste 1 minute, pour vous arrêter complètement et observer ce qui s'est passé en vous et autour de vous sans jugement. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles pensées traversent votre esprit? Qu'est-ce que vous entendez, voyez, sentez? Juste observer, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste être là. Cette pratique très simple, répétée régulièrement, renforce progressivement votre capacité à rester dans le présent, et être dans le présent est la condition fondamentale de toute vraie connexion humaine. Vous ne pouvez pas vraiment vous connecter à quelqu'un si vous êtes dans votre tête, dans vos pensées, dans vos peurs. Vous pouvez seulement vous connecter si vous êtes vraiment là. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui touche à la dimension spirituelle de l'existence humaine, mais de façon complètement laïque, sans aucune référence religieuse ou mystique. Je veux vous parler du sens. Du sens que vous donnez à votre vie, les études sur le bien-être montrent de façon très consistante que le sentiment que sa vie a du sens est l'un des prédicteurs les plus puissants du bien-être psychologique. Pas le bonheur au sens hédoniste du terme, le plaisir, l'absence de douleur, mais le bien-être au sens démonique, la sensation de vivre une vie qui a de la valeur, qui contribue à quelque chose, qui est alignée avec ses valeurs profondes. Quel est le sens de votre vie ? Pas une grande réponse philosophique, une réponse concrète et personnelle. Qu'est-ce qui rend votre vie précieuse à vos yeux? Qu'est-ce que vous voulez avoir construit, créé, transmis quand vous regarderez en arrière dans 20 ans? Cette question mérite du temps et de la réflexion. Et la réponse que vous trouverez sera une boussole précieuse pour les décisions que vous prenez chaque jour. Je veux maintenant vous parler d'une dernière chose qui me semble absolument essentielle. Je veux vous parler de la communauté et de l'importance d'appartenir à une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement dans leur croissance. L'une des choses les plus précieuses que vous pouvez faire pour votre bien-être et votre développement, c'est de vous entourer de femmes qui sont sur un chemin similaire, des femmes qui travaillent sur elles-mêmes. Des femmes qui ont des projets, des passions, des aspirations, des femmes qui se soutiennent mutuellement au lieu de se comparer et de se juger. Ces communautés existent. Elles peuvent prendre la forme d'un groupe de lecture, d'un groupe de randonnée, d'un cercle de femmes, d'une communauté en ligne, d'un groupe de thérapie, et elles ont un pouvoir transformateur extraordinaire. Parce que nous ne grandissons pas seuls.
Nous grandissons dans la relation. Et quand vous êtes entouré de femmes qui vous voient vraiment, qui vous encouragent, qui vous challenge avec bienveillance, quelque chose s'ouvre en vous. Quelque chose devient possible que vous ne pouvez pas créer seul. Alors cherchez votre communauté. Créez-la si elle n'existe pas encore. Investissez-y et regardez ce que ça fait à votre vie. Je veux maintenant vous donner quelque chose de très pratique pour les prochaines 24 heures. Parce que je crois que le changement commence dans les petits gestes quotidiens, pas dans les grandes décisions. Voici ce que je vous propose de faire dans les 24 prochaines heures. Premièrement, prenez 10 minutes pour écrire les réponses à ces deux questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment dans ma vie en ce moment? Et qu'est-ce que je veux créer ou développer dans les prochains mois? Deuxièmement, faites une chose qui vous fait plaisir, juste pour vous, sans raison particulière, sans avoir à le mériter. Troisièmement, dites à quelqu'un que vous appréciez ce que vous appréciez en lui ou en elle, concrètement, avec des mots. Quatrièmement, passez 5 minutes à vous parler avec bienveillance comme vous le feriez à une amie chère. Reconnaissez ce que vous faites bien, reconnaissez votre courage, reconnaissez votre valeur. Ces 4 gestes simples, faits avec intention et sincérité, commencent à changer quelque chose. Pas de façon spectaculaire, mais de façon réelle et durable. Et je veux terminer cette longue conversation avec vous par quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Je veux vous dire que je crois en vous, pas de façon abstraite, mais de façon concrète, basée sur ce que j'ai vu dans ma pratique pendant plus de 20 ans. J'ai vu des femmes dans des situations bien plus difficiles que la vôtre se transformer, s'épanouir, construire des vies extraordinaires. J'ai vu des femmes qui avaient tout perdu, le mariage, la santé, la confiance en elles, reconstruire quelque chose de plus beau encore. Et ce qui leur a permis de le faire, ce n'était pas la chance. Ce n'étaient pas des circonstances extérieures favorables, c'était une décision de se choisir, une décision de prendre leur vie en main. Une décision de faire le travail, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Vous avez cette capacité, elle est en vous, pas quelque part dans le futur, maintenant. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous sait déjà que le changement est possible, c'est parce qu'une partie de vous est prête. Et cette partie mérite d'être écoutée, nourrie et célébrée. Alors arrêtez de chercher l'amour, commencez à construire votre vie et regardez ce qui arrive. Je suis Christophe André et je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Si ce que nous avons partagé aujourd'hui vous a touché, si vous avez trouvé des outils qui vous semblent utiles, partagez cette vidéo avec une femme qui en a besoin. Parce que ces conversations méritent d'être entendues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et ce chemin, je vous le promets, vaut absolument la peine d'être parcouru. Prenez soin de vous, vraiment, profondément, avec toute la bienveillance que vous méritez.